Non, alors c'est Monsieur Gonzalez qui va parler parce que Monsieur Pioche n'était pas tout à fait libre et Monsieur Gonzalez doit parler. Donc Jean-Michel Gonzalez, qui donc travaille à l'hôpital Nord, qui travaille avec moi et Stéphane Berda au Cercle dans le type de recherche pour développer le bypass bariatrique Endoscopie sous-muqueuse t'intéresse-t-elle? et qui va nous parler de l'endoscopie sous-muqueuse. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je travaille avec le professeur Barthé, effectivement, à l'hôpital Nord, alors sur toutes les procédures de recherche bariatrique et puis sur le plan clinique, sur l'endoscopie thérapeutique, sur tous les aspects. Et donc, je suis très, très honoré d'être là aujourd'hui et de pouvoir faire cette présentation. Donc, je vais aborder un peu un aspect qui est entre nos deux spécialités, puisque je vais aborder l'endoscopie intrapariétale, si on pouvait dire ça ainsi, puisqu'on s'est longtemps, nous, cantonné à ce qui était endoluminal, puis on a commencé avec le temps à s'intéresser à ce qui était extraluminal, avec notamment les drainages des collections et des nécroses pancréatiques. Et ce qui a permis ça, c'est effectivement une évolution sur le matériel en endoscopie, mais aussi sur les mentalités. Et en ce sens, je pense que les chirurgiens en général ont été ceux qui nous ont inspirés et qui nous ont aussi rassurés sur le fait qu'on pouvait travailler autre part que dans la lumière digestive. Et donc, est apparu un peu dans toute cette période, sur ces 10 dernières années, une endoscopie qu'on a établie comme endopariétale, dans un espace qui était assez récent, qui existe depuis toujours, hein, mais qui est la sous-muqueuse. Ce qui a permis, en réalité, énormément d'apports thérapeutiques et de nouvelles perspectives thérapeutiques, dont je vous mentionne les principales ici et que je vais aborder. Alors, la première, je ne l'aborderai pas, c'est la dissection sous-muqueuse des tumeurs superficielles que le docteur Pioche va aborder après moi, donc pour ne pas se superposer, je n'en parlerai pas, même si c'est de l'endoscopie sous-muqueuse. Donc, je vais aborder les résections des tumeurs qui sont, elles, sous-muqueuses par tunnel à la fin, mais surtout, ce qui a fait le champ d'action que l'endoscopie sous-muqueuse a permis, c'est le traitement endoscopique des troubles moteurs œsogastriques. Et puis, j'aborderai quelques perspectives qui sont, on va dire, émergentes, mais qui peuvent, pour l'avenir, être intéressantes. Alors, la première, on va dire, qui a vraiment fait connaître et mis en exergue l'endoscopie sous-muqueuse, c'est vraiment la myotomie endoscopique. Donc, je rappelle rapidement l'indication principale qui est l'achalasie au niveau de l'œsophage, pour lequel les options thérapeutiques qui étaient jusqu'à il y a une dizaine d'années disponibles étaient la dilatation pneumatique pour ce qui concernait le traitement endoscopique, dont on sait qu'elle a une efficacité transitoire, pas parfaite, notamment dans certains types d'achalasie, et qui nécessitait de répéter les séances de dilatation. Et lorsqu'un échec était finalement défini, ou une récidive précoce, on passait la main à nos collègues chirurgiens pour réaliser une cardiomyotomie de LR, qui est une technique extrêmement efficace et qui était proposée en deuxième intention après échec de la dilatation. Or, depuis 2010, est apparue la myotomie endoscopique, qui a été, pour la petite histoire, décrite pour la première fois par un chirurgien thoracique japonais qui faisait jusqu'à présent des cardiomyotomies de LR et qui s'est effectivement mis à l'endoscopie. Je pense qu'on est bien dans le sujet qu'on a discuté pendant 1 heure au début de cette session. Et donc, il a proposé cette technique dont les différentes étapes, je ne vous l'ai pas mis une vidéo parce qu'au niveau bande passante, on nous a dit que c'était un peu juste, donc je vous ai au moins mentionné ça par des photos, consiste en une incision muqueuse après une injection d'un liquide qui permet de séparer la muqueuse et de la sous-muqueuse et qui permet surtout de créer un espace entre ces deux zones dans lequel on réalise par une dissection, donc avec un courant de dissection, de coagulation et d'endocoupe, un tunnel qui va permettre d'aller sur l'œsophage, on peut aller 10-15 cm dans l'œsophage, puis au niveau du cardia, et enfin descendre par la jonction œsogastrique sur le versant gastrique. Une fois que ça c'est réalisé, ce tunnel, on peut faire une myotomie circulaire ou complète de la musculeuse œsophagienne et gastrique, puisqu'on descend 2 à 3 cm sur le versant gastrique, et enfin on fait une fermeture muqueuse. Cette fermeture muqueuse est indispensable puisqu'elle permet de fermer l'accès qui fait à peu près 1 cm de longueur, mais surtout, elle offre une étanchéité complète de la procédure interventionnelle, puisque le reste de la muqueuse n'est pas atteint et donc permet de rendre l'œsophage étanche. Ce qui explique, vous allez le voir plus tard, le faible taux de complication de cette technique.
Donc, on n'est plus dans une technique expérimentale. Il y a plus de 5000 cas publiés sur des études ouvertes, avec des suivis qui vont parfois jusqu'à 5 ans et qui montrent une efficacité sur la dysphagie, les régurgitations, donc les symptômes principaux de l'acalasie supérieurs à 90%. Une étude multicentrique internationale également qui confirme ces résultats. Des méta-analyses récentes d'une quinzaine d'études qui confirment ces résultats, avec une complication qui est liée à l'intervention, qui est l'apparition d'un reflux gastro-œsophagien, dont on sait maintenant que d'abord le taux varie en fonction de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont évalué uniquement le pyrosis, d'autres qui ont fait des pH-métrie systématiques, d'autres qui ont fait des endoscopies et des pH-métrie systématiques. Donc ça varie entre 20 et 30% avec une bonne gestion par les IPP. Et puis, en termes de complications, on a une procédure qui est extrêmement peu pourvoyeuse d'effets indésirables graves, avec une étude sur presque 2000 patients qui a vraiment focalisé sur les effets indésirables. Et on se rend compte qu'il y a seulement 9 sur 1826 patients qui ont eu des effets indésirables sévères, c'est-à-dire qui faisaient prolonger l'hospitalisation, les principaux étant soit une petite fistule œsophagienne qui était traitée endoscopiquement, soit des hémorragies digestives. Dans la quasi-totalité des cas, les traitements étaient conservateurs et finalement, on avait des facteurs de risque qui étaient la faible expérience, donc il y a un effet learning curve clairement, et puis des œsophages sigmoïdes, c'est-à-dire des acalasies très anciennes avec des œsophages qui sont anatomiquement modifiés par cette pathologie. Alors, on les a aussi évalués donc, plus récemment, et c'est ce qui permet de dire qu'on n'est plus dans une technique expérimentale. Il y a 2 études randomisées pivots qui ont été publiées l'année dernière sur la comparaison entre le POEM et la dilatation pneumatique, où on a clairement une différence significative d'efficacité dès le moyen terme, c'est-à-dire à partir de 6 mois, puisque la dilatation pneumatique perd son efficacité, on le sait, on le savait déjà, mais on l'a prouvé par une étude randomisée. Et puis une étude comparative avec la myotomie de Heller. Alors déjà, il y avait plusieurs études qui avaient comparé les deux, qui avaient montré une équivalence. Elle est confirmée dans cette étude randomisée en termes d'efficacité. Ce sont 2 techniques comparables. Semble-t-il, le POEM fait un peu mieux que le Heller dans les douleurs post-opératoires et permet une durée d'hospitalisation plus courte lorsque les suites sont simples et probablement à moyen terme, peut-être une procédure ambulatoire. Petite différence peut-être en termes de reflux, mais là, l'évaluation n'est absolument pas parfaite, et notamment la prise en charge post-opératoire des 2 groupes. Mais clairement, on a une non-infériorité de la technique par rapport à la myotomie de Heller, qui était jusqu'alors la technique de deuxième intention de référence. Alors après, on l'a évaluée dans d'autres situations, cette technique, en cas d'échec de myotomie de Heller, ce qui permet de faire une myotomie postérieure pour éventuellement rattraper un certain nombre de patients, et 2 études ont montré que c'était relativement efficace. Après un premier POEM, puisqu'on s'est dit, a priori, on perd à peu près 10% des patients à 5 ans qui ont marché au départ et qui ont échoué ou qui récidivent ensuite. Et on se rend compte qu'on a quand même une efficacité en répétant la procédure, donc ça reste une option faisable, sachant que ça dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure dans des mains expertes, 1 heure si on est un plutôt débutant. Ensuite, on a évalué les âges extrêmes, après 80 ans, chez les enfants également. Et ce sont des procédures qui restent efficaces avec un très faible taux de complications. Et enfin, selon les types de manométrie, et c'est peut-être là où le POEM fait la différence, c'est que dans l'acalasie de type 3, qui est la plus sévère, la pressurisation la plus importante, le POEM semble la technique la plus efficace parce qu'elle permet une myotomie plus haute et plus longue que la myotomie de Heller, où parfois on a du mal à remonter sur l'œsophage. Donc, en conclusion, pour cette technique, elle est parfaitement évoluée. On sait qu'elle est efficace dans les différentes situations où elle peut être indiquée sur une pathologie qui reste quand même relativement peu fréquente. Elle est supérieure à la dilatation. Elle est uniquement supérieure au LR dans l'acalasie de type 3 et comparable dans les autres techniques. Il y a des recommandations de l'ESGE qui sont sorties récemment, donc la Société endoscopique européenne, qui la propose en première intention avec éventuellement les autres techniques, mais en tout cas en première intention dans l'acalasie de type 3 et qui la met sur le même plan que la myotomie de Heller en fonction bien sûr des expertises locales, ce qui va de soi, car il reste un petit problème, même si en France on est plutôt bien pourvu parce qu'à peu près tous les CHU ont actuellement un endoscopiste qui sait faire des POEM et qui en fait régulièrement, ce qui semble-t-il, suffit quand même pour une pathologie relativement fréquente en deuxième intention, mais peut-être une formation plus adaptée et plus ciblée sur ce type de technique. Voilà. Alors,
ça, c'est l'algorithme thérapeutique, je vais passer rapidement. Toujours dans le même état d'esprit, cette myotomie endoscopique œsophagienne a été déclinée pour 2 indications qui peuvent être intéressantes, qui font l'objet de courtes séries. D'abord, le prise en charge des diverticules épiphréniques, qui sont des diverticules du bas œsophage, de pulsion, et dont on sait que dans pratiquement la moitié des cas, ils sont associés à des troubles moteurs, notamment des troubles de la relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, avec donc une symptomatologie qui est double, qui est liée à la fois aux diverticules et à son remplissage, et puis qui est liée aussi à l'hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage en aval. Et donc, il y a une technique qui a été développée de septotomie, toujours par le même principe de tunnel. Donc là, vous voyez, on est en endoscopie, hein. On est sur le septum, c'est-à-dire au niveau de cette zone-là, avec le diverticule à droite. Et puis, on fait un tunnel et on obtient exactement la même vue par l'espace sous-muqueux. Et on peut aller, en allant de droite à gauche, puisque le diverticule est toujours à droite, faire une septotomie complète pour essayer d'effondrer ce septum ici. Et on continue ensuite en aval par faire une myotomie cardiale pour lever l'hyperpression liée à une éventuelle hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, ce n'est pas une diverticulectomie, mais par contre, ça expose à beaucoup moins de risques que la chirurgie dont on sait qu'elle est particulièrement morbide. Et nous, on a publié une série de 10 patients avec un bon succès technique et un très bon succès clinique, notamment sur la dysphagie, même si sur l'hétérogénéité de contrôle, on n'est pas forcément une disparition complète de ce diverticule. Il y a actuellement une méta-analyse que j'ai reviewée il n'y a pas longtemps et qui est en cours de publication, qui confirme qu'il y a d'autres petites séries avec des effets similaires. Donc, ça peut être une alternative, si vous voulez, moins morbide et qui est sur quelqu'un qui sait faire de la myotomie classique pour cette catégorie de patients, encore plus rare, bien sûr, que l'achalasie. La deuxième, peut-être niche qu'on peut trouver pour la myotomie endoscopique œsophagienne, c'est les problèmes de patients qui ont des dysphagies post-fundoplicature. On sait aussi que 20% de ces patients développent des troubles moteurs authentiques, notamment des achalasies, après la fundoplicature, c'est publié. Et donc, c'est vrai que dans ces situations de dysphagie persistante au long terme, après ces valves anti-reflux, on sait que la dilatation pneumatique, lorsqu'on veut envisager une méthode endoscopique, ne marche que dans un cas sur 2 et de manière non durable. Et on sait aussi qu'entre le patient et le chirurgien, le fait de démonter la valve est toujours une question qui se pose et qui n'est pas toujours évidente. Donc, on a récemment publié la possibilité, notamment chez les patients qui avaient des troubles moteurs associés avec des hyperpressurisations œsophagiennes en amont, la possibilité de faire une myotomie en essayant sur des valves postérieures, donc soit des toupets, soit en postérieur sur des nicènes, d'essayer de faire une incision partielle de la valve. Et on a pu avoir, sur les patients qu'on a traités, une amélioration de cette dysphagie chez à peu près 3/4 des patients. Donc, ça reste très préliminaire, mais vu que je suis dans ce sujet, ça me semble intéressant d'évoquer cette possibilité dans cette indication-là. Alors, la deuxième indication, encore une fois fonctionnelle de l'endoscopie sous-muqueuse, est plus récente, peut-être moins spectaculaire en termes de résultats, mais quand même à signaler, c'est le poème gastrique, c'est-à-dire la réalisation d'une pylorotomie endoscopique, toujours par technique de tunnel. Donc, on sait que la gastroparésie est plus fréquente quand même que l'achalasie, probablement sous-diagnostiquée, parce qu'avec des signes peu spécifiques et pas forcément un examen comme on a la chance de l'avoir avec la manométrie œsophagienne. Et les thérapeutiques jusqu'alors, notamment chez les diabétiques, puisque c'est une situation qui embête beaucoup les endocrinologues, sont très décevantes, que ce soit des mesures médicamenteuses ou également, plus récemment, la stimulation électrique externe. Donc, c'est vrai qu'entre les études de physiopathologie qui ont montré un rôle potentiel du pylorospasme et l'échec des autres thérapeutiques, et puis 2 séries chirurgicales sur la pyloroplastie dans cette indication qui étaient intéressantes et qui malheureusement n'ont pas été poursuivies par d'autres séries, on avait eu l'idée en 2013 de faire une myotomie pylorique. Donc, la procédure, c'est la même que sur l'œsophage, encore une fois, qui permet, donc on fait un tunnel plus court qui permet d'accéder au pylore que vous voyez ici en vision sous-muqueuse, avec la muqueuse duodénale derrière qui tombe en rideau, puis de réaliser avec une sorte de crochet une myotomie de ce muscle pylorique jusqu'à ici, vous voyez la séreuse à ce niveau-là. Donc, ça permet une myotomie complète. Puis, toujours pareil, le même principe, on referme l'accès qui n'est pas très important par des clips et on a une protection muqueuse permettant une étanchéité et donc l'absence de complications. Alors là, on est sur des séries très préliminaires avec des évaluations à 6 mois, 1 an maximum. Vous voyez l'ensemble des séries principales, on est à peu près à total à 300-400 patients et des efficacités qui sont aux alentours de 70% à 1 an et des taux de complications
complication étant un sens très large. On est en train de mener une étude française multicentrique sur justement les réels effets indésirables, un peu à l'image de ce que je vous ai montré pour le poème, de cette technique. Et puis une étude française multicentrique sur l'efficacité qu'on a publiée l'année dernière, qui montre en gros une efficacité chez 2 tiers des patients à 1 an. On a une amélioration des symptômes de gastroparésie, c'est-à-dire la disparition des vomissements, une amélioration de la satiété précoce et des douleurs postprandiales, post-épigastriques. On a même mis en évidence des facteurs d'efficacité, mais qui restent à prouver. Donc, on a cette technique qui est sur vraiment très peu de complications, ça se fait à peu près en 20 minutes, qui est reproductible lorsqu'on a la technique. Et pareil, on a des centres en France à peu près bien répartis sur le territoire qui savent faire cette technique. Alors, on est moins efficace que pour l'œsophage, probablement parce que la maladie est plus multifactorielle et plus complexe, avec une efficacité aux alentours de 65%. On est en train de terminer avec Mathieu Pioche, qui parlera après moi une étude randomisée, justement comparant avec le Botox. Mais clairement, c'est un nouvel espoir pour des patients qui sont en échec thérapeutique jusqu'à ce jour, avec une technique peu morbide et qui a quand même une efficacité intéressante. Voici une deuxième application de l'endoscopie sous-muqueuse. Ce sont à ce jour, avec la dissection sous-muqueuse, les 3 principales. Et donc, je vais vous finir le topo en vous parlant d'autres possibilités. La première étant la résection des tumeurs sous-muqueuses par tunnelisation, où on utilise toujours le même principe de tunnel sous-muqueux, mais pour aller atteindre une lésion de la sous-muqueuse qui, si on voulait l'enlever endoscopiquement par la voie classique, on va dire, soit par dissection, soit par mucosectomie avec une anse, nous obligerait à faire une perforation de la paroi digestive, puisque ce sont des tumeurs qui sont appendues soit à la musculaire muqueuse, soit à la musculeuse. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut réséquer ces tumeurs en totalité sans avoir peur d'avoir une partie qui est en full thickness, puisqu'on a encore cette protection muqueuse qu'on va fermer par la suite par clip. Donc, ça peut permettre de réséquer de nombreux types de lésions. Vous voyez ici de nombreuses études. Alors, c'est les Chinois et les Japonais qui ont commencé. Maintenant, il y a des études européennes. Mais ce qu'on sait, si on poule l'ensemble de ces études, c'est que ça permet de réséquer des lésions entre 20 et 40 mm de la paroi, dont des gystes ou des tumeurs endocrines, avec des résections qui sont complètes et un taux de complications relativement faible. Donc, c'est une technique qui peut être intéressante dans des situations où on n'a pas forcément envie de faire une œsophagectomie, par exemple, sur une lésion qui est peut-être à potentiel dégénératif, mais qui ne l'est pas à ce stade. Donc, ça, c'est une première possibilité qu'on peut être amené à faire lorsqu'on fait de l'endoscopie sous-muqueuse et qu'on est amené à faire dans notre centre, et dans certains centres qui relèvent quand même du domaine de l'expertise, je l'avoue. Et puis, pour élargir un petit peu le débat, 2 perspectives récentes, une que nous avons développée nous et une qui a été présentée récemment à un congrès et dont on peut se poser la question de l'intérêt. La première, c'est le traitement endoscopique des twists médiogastriques qu'on a dans les sleeves, qui ne sont pas fréquents, mais qui peuvent entraîner chez les patients des dysphagies, des vomissements postprandiaux en lien avec un twist en fait, du manchon gastrique. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir atteindre la zone fibreuse qui induit ce twist, toujours en réalisant un tunnel sous-muqueux et de l'inciser. Donc nous, avec M. Barthé, on a une série de 6 patients qui ont tous été améliorés et qui permet… Alors, tous ces patients, bien sûr, sont discutés en staff avec nos chirurgiens bariatriques. Ce sont des patients, bien sûr, à qui est proposée également la conversion vers un bypass, mais qui, soit parce qu'ils ont perdu déjà suffisamment de poids, soit parce qu'ils ne veulent pas être opérés, soit parce que nos chirurgiens veulent qu'on tente quelque chose avant une éventuelle réintervention, donc sont finalement validés pour ces techniques. Bien sûr, on ne fait pas les choses dans notre coin. C'est toujours en concertation avec notre équipe de bariatrique. Et donc, on a pu obtenir des résultats intéressants. Et peut-être, alors il y a une autre équipe sud-américaine qui avait déjà décrit ça, et qui n'avait jamais publié sa série, mais qui l'avait présenté. Et enfin, dans les constipations terminales, et notamment dans une série chez les enfants, avait été présentée une myotomie de la muqueuse rectale. Alors là, c'est vraiment… il n'y a pas de résultat préliminaire, si ce n'est que là, apparemment, il y avait une amélioration de la constipation. Mais on voit quand même, c'est plus pour illustrer le fait que l'endoscopie sous-muqueuse nous donne accès à un espace qui va nous permettre peut-être d'explorer d'autres voies thérapeutiques. Et bien sûr que la pathologie fonctionnelle semble être une des cibles principales de cette approche. Voilà, donc ce sont mes conclusions. Les perspectives thérapeutiques semblent nombreuses. Pour la résection, c'est une évidence. Pour le traitement de la pathologie fonctionnelle, cela devient une évidence.
et on voit émerger d'autres applications potentielles qui font penser que cette approche et ce site d'intervention par endoscopie est possiblement une technique d'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bravo. Marc Berthet, j'ai à côté de moi notre ami Hubert Joannet qui a une question pour Jean-Michel Gonzalez. Oui, merci beaucoup pour vos expériences très convaincantes. Je voulais juste savoir si le poème pour le méga-œsophage est validé en France, parce que les résultats que vous rapportez sont manifestement très positifs, mais est-ce que c'est validé par la HAS ? Alors, par la HAS, non. Par la Société européenne d'endoscopie, oui. Et par la SFED, c'est en cours de validation. Donc voilà, pour vous répondre. Vous comprenez que pour nous chirurgiens digestifs qui faisons des méga-œsophages, la question est d'importance, parce que on voit bien que les patients sont certainement très enclins à venir vous voir, vous, plutôt que nous, à partir du moment où ce sera validé. Tout à fait. Bon, ils viennent déjà nous voir plutôt pas mal. Après, c'est vrai que, comme souvent, entre le temps où une technique a fait la preuve dans la littérature de son efficacité, y compris dans des études randomisées, et le temps où elle obtient une validation par l'HAS, il y a parfois un gap assez conséquent. Et le deuxième problème, c'est ce que soulignait Marc Barthé tout à l'heure, c'est le remboursement de ces techniques, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de code de remboursement et on fait une cotation chirurgicale parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et c'est vrai que ça, c'est un problème, effectivement, pour les patients, enfin, pour le côté, on va dire, validé de la technique, mais également pour nous, puisque cette technique n'est pas reconnue non plus de ce point de vue-là et au niveau financier pour nos institutions. Bien que ce ne soit pas du tout le même mécanisme physiopathologique, est-ce que vous êtes mis en rapport avec les chirurgiens pédiatres concernant les sténoses du pylore? Je sais bien que ce n'est pas tout à fait le même problème, mais est-ce qu'ils ont osé faire la même chose en ouvrant la muqueuse, puisque là, en principe, on n'ouvre jamais la muqueuse, mais vous avez eu des pédiatres dans le coup sur la sténose du pylore ou pas du tout? Alors, on a eu les pédiatres dans le coup pour les acalasies chez l'enfant. On les a eu pour des gastroparésies chez l'enfant. Pour la sténose du pylore, non. On se demande si nous, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir un accès, parce qu'à partir du moment où on touche à la muqueuse, on n'a plus de l'endoscopie muqueuse perd son sens. Or, dans les sténoses du pylore, on n'a jamais fait. Je ne sais pas si on aurait un espace pour aller au moins inciser de la fibrose, ou s'il y a une fusion complète à ce niveau-là, et donc la technique endoscopique relèverait à inciser la muqueuse avec des risques de perforation à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas une expérience qu'on a à ce jour. Et par contre, il y a un rapprochement avec les pédiatres et avec les chirurgiens pédiatriques pour l'ensemble des pathologies fonctionnelles de l'enfant, parce qu'effectivement, ce sont des techniques mini-invasives et qui les intéressent fortement. Bonsoir Richard. Je voudrais intervenir à propos du problème de la prise en charge et des autorisations. Est-ce que vous avez proposé par vos sociétés savantes de faire l'établissement d'un registre avec donnant, c'est-à-dire vous faites un registre que vous suivez pendant 5 ans et vous obtenez un remboursement temporaire? Non, on n'a pas fait cette demande. Parce que je pense, en urologie, pour plusieurs techniques, on a fait ça. Et je pense que c'est l'avenir, parce qu'on voit très bien dans les différents résultats que vous avez montrés, très souvent, les études randomisées, elles sont à 1, 2, voire 3 ans dans les plus importantes. Or, l'avantage de faire les techniques avec les registres, c'est que, on peut négocier des durées sur 5 ans, ce qui permet quand même d'avoir une assurance plus importante sur les résultats à long terme. Deuxièmement, ça permet également d'avoir des résultats suivant le périmètre du registre, non seulement sur les centres experts, mais quand une technique est en cours de validation pour qu'elle soit éventuellement plus élargie, ça permet d'avoir des résultats à long terme également sur un périmètre de praticiens plus important. Et je pense que c'est vraiment la méthode qu'il va falloir. Et c'est la scène pour laquelle moi je me bats dans le cadre de ce qu'on va discuter sur la nomenclature, pour pouvoir avoir des résultats qui soient complets, avec des registres qui soient bien montés. Et les meilleurs pour les monter, c'est les sociétés savantes des spécialités correspondantes. Donc c'est pour ça, je crois que là,
il y a tout un champ, notamment dans la chirurgie mini-invasive, la chirurgie interventionnelle, l'interventionnelle médicale et l'endoscopie, qu'il faut démarrer rapidement parce qu'il y a un nombre de techniques, et puis ça ne va pas s'arrêter là, qui font que les systèmes actuellement administratifs de validation sont trop longs. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on sait ce qu'on a fait pour la dissection sous muqueuse et qui fait qu'on vient d'obtenir d'ailleurs le remboursement pour la dissection sous muqueuse colorectale, du tube digestif haut, et on est en cours pour la dissection sous muqueuse colorectale, mais qui en plus qui est une technique qui a été validée avant la myotomie, enfin avec des études bien avant la myotomie. Donc c'est ce qui a été fait pour ça, et il se trouve que les opérateurs qui font la dissection sous muqueuse sont globalement les mêmes que ceux qui font les POEM aujourd'hui, puisque c'est une technique qui s'apparente. Et donc, c'est vrai que l'étape suivante, et c'est d'ailleurs plus ou moins prévu par la Société française d'endoscopie digestive, c'est justement les myotomies endoscopiques, et la première étant la myotomie œsophagienne pour la chalasie. Donc, c'est probablement quelque chose qui est déjà dans les... Enfin, c'est quelque chose qu'on va mettre en place probablement assez rapidement. En fait, juste pour un mot de complément pour François Richard, en fait, ça a été fait avec le GPOEM, puisque l'étude multicentrique française publiée par Jérémy Jacques est une étude qui a rassemblé tous les cas de GPOEM faits en France depuis que le GPOEM existe, puisqu'on était 2 centres à l'avoir fait au monde, Baltimore, aux États-Unis, et nous à Marseille. Et puis après, on a diffusé la technique. Donc ça a été fait. Donc on a les résultats, c'est ce que vous a montré Jean-Michel Gonzalez, avec 68% d'efficacité clinique à 1 an. Donc ça a été fait. Pour le POEM œsophagien, on ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que c'était les premiers pas d'endoscopie sous muqueuse, mais la question est bonne, et elle est bonne aussi pour d'autres domaines, comme le disait Jean-Michel, puisque pour le bariatrique, on envisage de se mettre avec la SOFCO, donc les chirurgiens digestifs, pour faire un registre pour l'endoscopie bariatrique, dans l'idée d'une validation, justement. Mais vous avez noté qu'au travers de l'exposé très clair et très complet de Jean-Michel Gonzalez, on essaie systématiquement d'évaluer nos techniques, donc on les évalue, on les publie dès qu'elles sortent de notre centre, après on les diffuse dans d'autres centres, et puis après on essaie de faire des études nationales, puis européennes. Oui, non, c'est très important. Bravo. Donc bravo Jean-Michel. Je pense que... Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Et puis après, il faut qu'on passe à l'exposé suivant. Il y avait la question du Botox, c'est ça? Est-ce que vous avez comparé le POEM avec le Botox, hein, c'est ça? On a fait une étude randomisée avec l'équipe de Lyon. L'étude s'est terminée il y a quelques mois au niveau du suivi. On est en train de recueillir les données, on les publiera prochainement. On a comparé POEM gastrique versus Botox pylorique, en randomisé et en double aveugle. Très bien, écoutez, on sera attentif.